Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai en tête depuis un bon moment maintenant. On va se demander si les marques elles se payent pas un peu notre tronche. Mais avant ça, évidemment, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on booste si on est sur mobile, c'est hyper important pour aider mon travail à être vu. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue il y a un paquet de temps. Vous savez à quel point j'aime bien Kappa, notamment quand ils sont passés à Malherbe. Moi, je trouve que ça a été les plus beaux maillots de camp de l'ère moderne. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les potes, ils avaient plutôt tendance à se reposer sur leur laurier et à miser tout sur les photoshoots plus que sur le travail. L'idée m'est venue quand j'ai vu les maillots de Versailles quand ils ont été dévoilés il y a de ça un an ou deux, je crois. Et les maillots sont très très beaux, on va pas se mentir. Les maillots de Versailles sont très beaux, même si je trouve qu'il y a une hype un petit peu autour comme d'habitude, un peu exagérée. Mais quand je les ai vus, je me suis dit, mais Kappa, en fait, ils se foutent de nous. Ils ont juste repris ce qu'ils ont fait il y a un an sur les maillots d'Athènes Qualitaire. Et c'est marrant, mais j'ai vu personne en parler. Sauf que quand on les met côte à côte, on se rend compte quand même que c'est assez criant, quoi. Kappa, ils sont devenus très forts sur un truc. Pour moi, c'est les numéros 1 quand il s'agit de vendre du lifestyle ou de vendre de la mode. Cette image avec les shootings ultra stylés ou les DA super propres, même le storytelling qui est bien plus fashion que football. C'est vraiment très bien pour vendre des maillots et puis les créations sont souvent belles. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'avec le temps, j'ai l'impression qu'ils misent beaucoup plus sur le packaging que sur le produit en lui-même. Et typiquement, je sais de quoi je parle, puisque j'ai moi-même posé pour le dernier maillot Kappa de Malherbe domicile, et le club, notamment Théo, que je salue, avait super bien bossé sur la mise en avant du maillot en lui-même, mais on avait vraiment l'impression que le maillot, il avait été pensé pour ça, pour ce photoshoot, qu'il n'avait pas été pensé pour l'utilisation sur le terrain. Quand après, on voyait 11 mecs avec les vagues sur le dos, plus le col qui venait alourdir le truc, on se disait, mais en fait, ouais, ils ont tout misé sur le style, mais le maillot en lui-même, en fait, il rend pas terrible sur un terrain. Ce qui m'agace de plus en plus, c'est que ces marques-là, qui sont très axées fashion, elles vendent une ambiance plus qu'un maillot. Et on a parfois l'impression que le budget shooting, il dépasse un peu le budget design. Et il y a une autre marque qui, justement, bénéficie de cet effet hype, c'est Nocta. Venezia, quand c'était chez Kappa, c'était très très lourd. Même si, j'insiste encore là-dessus, parfois j'ai eu l'impression que le shooting photo faisait beaucoup plus que le maillot en lui-même. Et qu'il y a des maillots qui ont été très très bien vendus et considérés comme limite des œuvres d'art parce qu'ils avaient été bien présentés, alors que quand on regarde le maillot de plus près, il n'y avait pas vraiment de gros travail. Je pense notamment à ce maillot noir avec les simples bandes le long des manches. C'est très simple, c'est très joli certes, mais ça vaut pas nécessairement toute la hype qu'il y avait eu autour. Et avec Nocta, qui est la marque de Drake, on a vraiment passé un cap. Quand je vois les gens se palucher sur le design des maillots Nocta, voire sur ces maillots vraiment des bangers, moi honnêtement je vois, vous savez, ce genre de maillot qu'on trouvait chez Celio dans les années 2000, clairement, t'enlèves le logo Nocta, les maillots ils sont moches. Il y a la hype autour de Drake, il y a un peu cette aura streetwear, mais quand t'achètes le maillot, en fait, t'achètes la collab, t'achètes pas du tout un beau maillot. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mentent sur le design des maillots en tant que tel, et qu'on nous vend beaucoup des créations uniques tous les étés dès qu'un maillot sort, alors que quand on prend du recul et qu'on le regarde sur le terrain, on se dit, non, le maillot il est pas terrible quoi. Allez, on est en mode Coupe du Monde, et qui dit Coupe du Monde dit petite pause fraîcheur. Pendant les longues journées où on va voir des matchs du matin au soir, va falloir boire, surtout quand il fera chaud, et moi pour ça, j'ai Oli. Si vous viviez pas dans une grotte et si comme moi vous traînez beaucoup sur YouTube, Oli vous savez forcément ce que c'est. Oli révolutionne les soft drinks en poudre. Personnellement ça fait à peu près 2 ans que je bois Oli quasiment quotidiennement. Je suis plutôt fan de la gamme hydratation, mais vous avez aussi la gamme Iced Tea pour des boissons gourmandes ou la gamme énergie avec de la New Caf, une caféine plus lente qui vous évite les coups de pompe. Oli évidemment c'est pas là pour remplacer l'eau. Mais moi la raison pour laquelle j'ai commencé à boire Oli c'est parce que j'avais du mal à boire assez d'eau plate sur la journée. Et du coup plutôt que de saturer, je me fais un petit Oli bien frais et franchement ça passe tout seul. Ce qui est cool avec Oli, c'est qu'en plus vous pouvez doser à votre guise. Moi par exemple là je me suis fait un petit Oli énergie à la pomme mais directement dans 1,5 litre d'eau. Et surtout je me fais 2 bouteilles sur la journée et je sais que j'ai mes 3 litres. En ce moment mes goûts préférés c'est plutôt fraise kiwi. Sur la gamme énergie j'aime aussi framboise citron, ça passe super. Mais le must pour commencer Oli c'est évidemment de commencer par un starter pack. Vous avez des boîtes de la gamme énergie, de la gamme hydratation, mais aussi de la gamme Iced Tea. Vous avez des échantillons de plusieurs parfums par boîte, comme ça vous pouvez goûter vos préférés. Par exemple, on va se faire ensemble ce petit que je connais pas, Açaï Hibiscus. Mon shaker est déjà prêt, j'ai mis les glaçons, j'ai mis l'eau.
Ouais, franchement, il tue. Ça, c'est un parfum que je vous recommande aussi, du coup, sur la gamme Ice Tea. C'est trop bon. Et je sais qu'à l'époque, j'avais cherché un code de créateur à soutenir pour pouvoir me mettre à Oli et bénéficier d'une réduction. Et donc, si vous avez jamais testé et qu'en plus vous voulez m'aider, et bah vous avez le code de réduction Amour du maillot qui s'affiche à l'écran avec le QR code. Comme ça, vous me soutenez et en plus de ça, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre première commande. Allez, merci à Oli pour le soutien et nous, on retourne à nos maillots. Un autre sujet qui me pousse à me demander si les marques se payent pas un peu notre gueule, c'est les faux maillots joueurs en boutique. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'agace en tant que collectionneur. Surtout parce que ça crée la confusion chez les gens qui ne sont pas collectionneurs, justement. Ce point-là m'a été inspiré par le rugby plus que le foot, notamment chez Adidas. Avec le retour d'Adidas sur le maillot du 15 de France, il y a forcément eu des versions réplica et des versions performance. Il joue bien sur ce mot-là, le maillot performance que vous achetez en boutique à 150 €, qui est le haut de gamme théoriquement, et que inconsciemment, quand on va acheter, on va avoir l'impression d'acheter le maillot que les joueurs portent sur le terrain. Sauf que quand on va justement sur Match One Shirt, qu'on regarde rien qu'un match de rugby, on se rend compte que les joueurs ils portent un maillot qui est pas vraiment comme celui qui est vendu 150 ou 160 €. Le maillot du 15 de France depuis le retour d'Adidas, sur le terrain, on voit qu'il est très élastique. Le tissu, vraiment, on a l'impression que les mecs ils portent vraiment de l'élastane, il est très serré. Alors que bon, la coupe est slim en boutique, mais il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Il y a aussi la fameuse poche GPS à l'intérieur des maillots qui fait la différence. Il n'y avait pas ça du temps du coq sportif. Du temps du coq sportif, le maillot qui était vendu comme un maillot performance, notamment entre 2020 et 2022, c'était le même que portaient les joueurs sur le terrain. Et si vous suivez mes vidéos de hockey, vous voyez que c'est un petit peu une constante en fait chez Adidas. Du temps d'Adidas en Ligue nationale de hockey, en NHL, les maillots made in Canada, les vrais maillots portés sur la glace, n'étaient pas commercialisés au grand public. Et moi, ça, je trouve que c'est pas normal. Je trouve que les gens qui mettent un prix conséquent dans des maillots en pensant acheter ce que portent les joueurs sur le terrain, devraient avoir ce que portent les joueurs sur le terrain. Le maillot que je porte sur moi, le maillot de Lens, que j'ai acheté dans le Nord, c'est le maillot que portent les joueurs sur le terrain. La plupart des marques, hors Adidas et Nike, quand ils mettent en vente un maillot player, à Lille c'est le maillot Elite de New Balance, et bah c'est ce que portent les joueurs sur le terrain, il n'y a pas de différenciation. Vous avez le réplica, le maillot joueur, et le maillot joueur c'est le maillot joueur. Nike est spécialiste de ça depuis des années, de toute façon, et c'est quelque chose qui m'agace. Depuis 2016 inclus, le maillot player que vous allez acheter en boutique chez Nike va pas être comme le maillot Stock Pro, la coupe va être différente. Jusqu'en 2014 inclus, seule l'étiquette de lavage était différente. Sur les maillots des joueurs, vous aviez l'étiquette thermocollée pour pas les gêner, mais à part ça, le maillot était le même. Donc à la limite, on se dit bon, je comprends la différence un peu technique, la raison d'ailleurs pour laquelle Nike est obligé de faire des étiquettes volantes sur les maillots commercialisés, c'est tout simplement parce que légalement, ils doivent pouvoir imprimer les instructions de lavage dans toutes les langues du continent. On en a déjà parlé de ça. Et à partir de 2016, allez savoir pourquoi, les maillots vendus comme Slim Fit ou les versions player ou authentiques, peu importe comment vous les appelez, on se rend compte qu'en plus de l'étiquette volante, ils ont une coupe différente, une coupe droite, alors que j'estime que quand on achète le maillot des joueurs, on veut le maillot des joueurs. Donc moi, si j'achète un maillot en boutique qui m'est vendu comme le maillot des joueurs, je veux que ce soit le maillot Stock Pro, tout simplement. Aussi, les marques qui ont tendance à abuser des templates. Ça, l'exemple le plus criant, on va revenir chez Nike, c'était 2016, encore une fois, et paradoxalement, c'était sur les équipes premium et pas sur les petites équipes, mais quand on regarde l'Euro 2016, Angleterre, Portugal, France, et après on sort de l'Euro, on va voir le Brésil, toutes les équipes avaient le même maillot et seules les couleurs étaient déclinées. Il y a eu aussi les fameux maillots third fluo de l'époque, je crois que c'était 2014 ou 2015, où tous les gros clubs en fait avaient eu le même modèle et une couleur fluo attribuée au hasard, pour ainsi dire. Le PSG avait eu le rouge, le Barça avait eu le jaune, et ça clairement en fait, je trouve que c'est abusé, c'est vraiment prendre les gens pour des abrutis. Le maillot third est censé quand même être une création, et là on a typiquement l'exemple d'une marque qui a voulu maximiser sa productivité tout en minimisant l'investissement créatif. Donc en fait vous vous retrouvez avec un template et 10 clubs qui le portent, et impossible de savoir pourquoi le Barça était en jaune, pourquoi le PSG était en rouge fluo, alors que ça n'a aucun sens. Il y a aussi eu le cas des fameux maillots en 2020-2021 de Puma, où là c'était vraiment n'importe quoi, on avait l'impression que les joueurs portaient un PowerPoint avec en titre le nom de leur club. Donc là on a un mélange de template décliné à volonté, en plus d'une idée complètement farfelue qui sortait de nulle part. Donc du coup Dortmund, Marseille, City, Milan, ils sont tous retrouvés avec ces maillots horribles. C'était des maillots qui étaient, on va pas se mentir, paresseux d'un point de vue du design, et dont l'identité visuelle était complètement écrasée. Autre point sur lesquels les marques sont vraiment limite, c'est le greenwashing. On a de plus en plus de marques qui nous vantent des maillots en polyester recyclé, des machins, des trucs. Typiquement, on a le Move to Zero de Nike. Tout ça, ok, je veux bien, mais où est l'intérêt? Adidas, ils ont le fameux truc Prime Green ou Parley for the Oceans, ils ont tous leur mouvement un peu écologique. Donc tu communiques sur le plastique qui a été récupéré des océans, tout ça c'est très bien, mais ça reste du plastique, ça reste du polyester, donc ça reste des matières qui libèrent des microplastiques, et surtout, et
ça c'est énorme, c'est que la production continue d'augmenter. La production massive est inchangée, mais tu le fais avec du plastique recyclé. En fait, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Mais t'essayes un peu de donner bonne conscience aux gens qui vont acheter ton maillot parce qu'ils l'ont acheté en plastique recyclé. Donc le matériau il change, mais en fait le système il est toujours aussi pourri. Nike de leur côté, ils ont le fameux Move to Zero qui est imprimé sur leur emballage papier, parce que oui, ils utilisent des emballages en papier pour se donner bonne conscience, encore une fois. C'est encore une fois des déchets transformés, des fibres recyclées, mais ils vont renouveler toute leur collection tous les ans, ils vont produire des volumes énormes et ils vont rester dans cette logique de fast fashion. En fait, ils font du recyclé, mais ils font pas du durable. Et ça se voit avec l'exemple qui est derrière moi, qui est un des plus beaux maillots du PSG de ces dernières années à mon goût, le maillot extérieur de 24-25 et 25-26. Au début, quand ils sortent ce maillot-là, c'est oui, ce maillot-là, il va être porté 2 saisons. Ouais, vous avez vu, c'est trop bien, on garde le maillot de saison, enfin on réduit la consommation. Sauf que sur 2 saisons, les mecs, ils arrivent à te sortir 4 ou 5 maillots. Ça, c'est magnifique. Tu te retrouves avec un maillot third, un maillot fourth, avec une capsule. Et bien souvent, t'as des maillots qui sont portés genre 1 ou 2 matchs maximum. Le maillot derrière moi, c'est quand même un truc de fou de se dire qu'il n'a pas été porté pendant la campagne victorieuse de Ligue des Champions. Alors que le maillot, il a tout d'un design iconique. Je l'ai appris grâce à Emmanuel Kéan, collectionneur du PSG, qui a sorti son bouquin d'ailleurs, je vous l'invite à l'acheter, il est vraiment très très cool. Ce livre qui s'appelle PSG, une histoire en maillot, voilà, il est disponible aux éditions Envol et achetez-le via le lien de l'éditeur, je pense que c'est meilleur pour l'auteur, c'est plus intéressant, donc voilà, livre très très sympathique. Et du coup, grâce à Emmanuel Kéan, j'ai appris que ce design, en fait, a repris le design de 92 en vue des JO 2024 à Paris, parce que à l'époque, en 92, Paris voulait les JO et du coup, en fait, il y avait la connexion olympique de reprendre ce logo Tour Eiffel, etc. Franchement, ce maillot, il a un pouvoir iconique de fou. Imagine, tu portes ce maillot-là en demi-finale ou en finale. Sauf que ce maillot-là, en 2 saisons de Ligue des Champions, il a été porté en tout et pour tout 2 fois. Donc en fait, tu vends ce maillot-là, tu crées juste une nouvelle raison d'acheter aux gens et tu gardes un maillot histoire de dire que tu le gardes. Par contre, tu continues de créer autant de produits purement marketing avec les maillots roses, les maillots essence et tout le bazar. D'ailleurs, pour l'anecdote, le maillot qui est derrière moi, qui est en config Ligue des Champions 25-26, en fait, sera unique puisque c'est un stock pro sur lequel ont été posés tous les éléments officiels dans la configuration qui est portée en match en Ligue des Champions. Mais du coup, ça restera une pièce unique qu'on est très peu, voire pas beaucoup à avoir, puisque il sera jamais porté dans cette config. Alors moi, le fait qu'il soit unique, ça me fait kiffer, d'autant que j'ai le maillot de l'année dernière en config Ligue des Champions aussi. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Autre point un petit peu agaçant sur lesquels certaines marques peuvent jouer, c'est les maillots dits authentiques qui n'ont pas grande différence avec les maillots réplica. Donc moi, je trouve ça très cool d'un point de vue commercial que les gens qui achètent un maillot réplica puissent acquérir quelque chose qui ressemble à ce que les joueurs portent. Encore une fois, ça j'en parle souvent. Avant 2002, les maillots qu'on achetait en boutique étaient quand même très très proches de ce que portaient les joueurs sur le terrain et je trouve que c'est quelque chose qui est dans le respect du client. Par contre, le fait qu'on aille, notamment je pense à New Balance à l'époque de la Roma, sur un maillot qui pouvait coûter 100-150 € pour avoir la version authentique portée sur le terrain, d'ailleurs des maillots qui étaient sous-taillés de fou, vous achetez un maillot XL, il avait les mesures d'un maillot M normal. Pour au final se rendre compte que sur le maillot réplica, les features sont plus ou moins les mêmes et qu'il faut vraiment les décrypter à la loupe et regarder chaque logo pour voir ce qui est vraiment le maillot player et le maillot réplica, je trouve ça abusé. On en revient à ce que je disais il y a quelques années, pour moi déjà la norme, ce serait que quand tu vas en boutique, tu puisses acheter le maillot des joueurs et que le réplica soit beaucoup moins cher parce qu'il est très très peu cher à produire, il n'y a aucune technologie dessus et qu'il soit vraiment pour les gens qui n'ont pas envie de mettre le budget. Mais le prix d'un maillot réplica est déjà bien trop élevé pour ce que c'est et je trouve que les marques exagèrent là-dessus. Mais s'il y a bien un truc qui m'énerve, un truc sur lequel les marques jouent et exagèrent, c'est les fausses éditions limitées. On a eu le cas avec le maillot des 110 ans du Stade Malherbe. Le maillot est très beau, il nous a été vendu comme un maillot qui sera très peu produit, il n'a jamais été explicitement dit combien de pièces seraient produites, mais au début on se dit il va y en avoir que 110 puisque c'est le maillot des 110 ans, il va y en avoir que 1913, je crois, à la base il devait y en avoir que 1913 si je dis pas de bêtises, année de création du club. Et en fait tu te retrouves un an et demi plus tard à Kappa qui continue de faire des restocks de ces maillots, tout simplement. Il n'y a aucune numérotation sur les maillots, donc en fait ils vont pousser les gens et utiliser la FOMO des gens, la Fear of Missing Out, donc la peur de manquer des gens pour vendre des maillots dits limités, pour qu'en fait les maillots se retrouvent à 40-45 € l'année d'après, parce qu'en fait ils étaient surproduits et que les marques ont menti. Et il y a peut-être pire que ça, c'est les maillots pas édition limitée qui en fait étaient limités. Ça vraiment c'est le truc qui entretient une sorte de maladie addictive chez les collectionneurs qui vont du coup se jeter d'une saison à l'autre sur des maillots plein pot en se disant
ah, peut-être qu'on le reverra pas. Typiquement, l'exemple parfait de ça, c'est le maillot Force, le maillot Jordan Wings 24-25 du PSG. On est sur une stratégie classique, hein. Très peu de communication, une rupture très rapide et en fait un restock qui se fait pas. Il y avait eu le cas aussi avec les maillots 2 étoiles, donc je parlerai dans une autre vidéo, les maillots 2 étoiles 2018 de la France. En fait, vous avez un maillot qui plaît pas, qui devient iconique, sauf qu'en fait il devient iconique trop tard dans la saison pour qu'il y ait un restock, et du coup ça fait que les gens les revendent à 300-400 € derrière, et que les vrais passionnés ont pas eu leur maillot puisqu'on leur avait pas dit c'est une édition qui va être limitée. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui pour ce petit coup de gueule, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres exemples qui vous agacent, voilà, de choses qui sont faites par les marques, hein. Je parle pas des revendeurs et tout, je parle vraiment là de la sortie des maillots, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. Likez, partagez, commentez, boostez si vous êtes sur mobile, c'est hyper important. Et nous, on se redit à très vite pour reparler de maillots. Ciao!